C'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Un immense barrage sera bientôt érigé sur le Nil par l'Éthiopie. L'Égypte et le Soudan ont donné leur accord lundi pour le projet. La Zambie exportera cette année son maïs vers ses pays voisins. 8000 tonnes devraient être vendues. Enfin, des milliers d'ouvriers sont au chômage au Brésil. Ils sont victimes du scandale de corruption qui frappe à la société Petrobras. L'Égypte et le Soudan ont donné lundi leur accord de principe à la construction par l'Éthiopie d'un immense barrage sur le Nil bleu dont le Caire craignait qu'il ne diminue ses approvisionnements en eau du Nil. Le projet d'un coût global de 3,2 milliards d'euros pourrait doter l'Éthiopie et ses voisins d'un immense barrage hydroélectrique d'une capacité de 6000 MW. Plus de précisions dans ce reportage. L'accord de principe au barrage dénommé Grande Renaissance a été signé à Khartoum entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le soudanais Omar el-Béchir et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. Si la date de l'accord final n'a pas été précisée, il sera toutefois bénéfique à l'Éthiopie sans nuire aux intérêts de l'Égypte et du Soudan. This project will equally benefit the downstream countries as Ce projet bénéficiera autant aux pays en amont qu'à l'Éthiopie. Ce sera du 50-50. Le bénéfice sera 100%. Les pays en amont en profiteront aussi. Cette structure servira de rempart contre les inondations. Nous construisons ce barrage sur un affluent pour générer de l'électricité. on a Bay River to generate electricity. L'Éthiopie a commencé à détourner les eaux du Nil bleu en mai 2013 pour construire le barrage de 6000 MW qui sera le plus grand d'Afrique. Une fois terminé, l'ouvrage devrait s'étendre sur 1780 mètres pour une hauteur de 145 mètres. Ce projet de 3,2 milliards d'euros inquiétait l'Égypte qui tire du Nil environ 90% de son eau et qui redoutait que le barrage éthiopien n'affecte le débit du fleuve. En régulant le débit toute l'année, il n'y aura aucun gaspillage dû à ce barrage. Les études qui ont déjà été menées au Soudan montrent qu'en régulant les cours et sans construire de barrage hydroélectrique, ils pourront tirer jusqu'à 2600 gigawatts par an sans même construire de barrage. L'Égypte a précédemment insisté sur ses droits historiques sur le Nil, garantis par deux traités datant de 1929 et 1959, des traités qui lui accordent ainsi qu'au Soudan des droits sur 87% du débit du Nil et un droit de veto sur tout projet en amont du fleuve. Des prérogatives qui étaient contestées par la majorité des autres pays du bassin du Nil, dont l'Éthiopie. 800 000 tonnes, c'est la quantité de maïs blanc que la Zambie entend exporter cette année en direction de ses pays voisins. Ceci après le résultat record de 3,3 millions de tonnes que le pays a enregistré au terme de la saison 2013-2014. Afin de maintenir le coût du maïs produit à un niveau très abordable, eh bien le sac de 50 kg sera vendu à $10 à l'exportation, tandis qu'il sera cédé à 8,48 $ sur le marché local. Je vous propose maintenant une compilation d'autres informations qui font l'actualité économique sur le continent africain. Le Cameroun disposera bientôt de 2 complexes de conditionnement et de stockage de produits vivriers. Les autorités du pays entendent investir plus de 3 milliards de francs CFA dans ce projet, à raison de 2,8 milliards de francs CFA pour la construction de ces infrastructures et 200 millions de francs CFA pour la surveillance et le contrôle technique des travaux. Avec ces 2 complexes de stockage de produits vivriers, le Cameroun pourra désormais amoindrir les pertes post-récolte qui affectent le quart de toute la production agricole du pays.
Entre 2013 et 2014, le volume des concours octroyés par Ecobank aux petites et moyennes entreprises de son réseau est passé de 720 millions de dollars à environ 1 milliard de dollars. Cette progression, qui a concerné un volume global de près de 300 000 clients PME, a été rendue possible grâce au programme d'assistance technique offert par la Société financière internationale et la signature des mécanismes de garantie partielle signés avec l'Agence française de développement, le groupe AGF et l'USAID pour la couverture des risques pris sur ce segment de clientèle. Le Soudan, qui a perdu la majorité de ses réserves pétrolières en 2011, entend développer sa production d'hydrocarbures. Khartoum a donc prévu de creuser des puits d'exploration dans de nouvelles régions, notamment au Darfour. Le pays, qui a perdu environ 75% de ses réserves pétrolières, veut désormais porter sa production de 120 000 barils jour en 2014 à 140 000 barils jour en 2015. Khartoum, qui a récolté 2,4 milliards de dollars grâce à ses exportations pétrolières en 2014, tire une grande partie de ses revenus du pétrole sud-soudanais qui transite par les oléoducs situés sur son territoire. Le Soudan, dont l'essentiel de la production se situe aujourd'hui le long de sa frontière avec le Soudan du Sud, veut accroître ses exportations en creusant de nouveaux puits, en réparant des puits existants, en intensifiant l'exploration et en exploitant de nouveaux champs pétroliers. Rendons-nous maintenant au Brésil, où des milliers d'anciens ouvriers d'une raffinerie en construction à une cinquantaine de kilomètres de Rio de Janeiro ont été licenciés. Ils travaillaient pour des entreprises sous-traitantes du géant pétrolier Petrobras, durement frappé, vous le savez, par un scandale de corruption. Un drapeau noir en signe de deuil. Après 6 ans d'activité florissante, ce foyer de travailleurs s'apprête à mettre la clé sous la porte. En cause, le vaste scandale de corruption de Petrobras qui vient frapper de plein fouet cette ville située à une cinquantaine de kilomètres de Rio de Janeiro. Mon principal client est sous le coup d'une enquête. Ça faisait 6 ans que je travaillais avec lui. Mais maintenant, à cause de l'enquête, tous les paiements sont bloqués. Et il me doit plus de 500 000 reis. Donc je vais fermer la porte du foyer. Depuis décembre dernier, GC n'a plus touché son salaire, puis ce sont les tickets repas et la couverture sociale qui lui ont été retirés. Il découvre que son entreprise, Alumni, est soupçonnée d'avoir surfacturé des contrats avec le géant pétrolier. L'entreprise, elle, nie toute malversation et Petrobras assure que les licenciements étaient prévus. Mais chez les ex-employés, c'est la colère et l'incompréhension. On nous a abandonnés et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu au foyer pour savoir comment on s'en sort. Pas même un chef, personne n'est venu. On nous a abandonnés. Sans un sou en poche, ils sont des milliers à la recherche désespérée d'un travail et de quoi survivre. Je survis grâce aux collègues qui m'aident. L'un me donne un peu de sucre, un autre un peu de riz. De quoi me fournir le nécessaire. D'autres qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour travailler et qui sont au chômage depuis plusieurs mois continuent de croire à un retournement de situation car le pétrole a toujours donné du travail. En attendant des jours meilleurs, ils font la queue à la soupe populaire. Avec toute cette histoire de corruption chez Petrobras, c'est vraiment dur. Avant, ça roulait, il y avait du travail. Mais depuis que le scandale a éclaté, c'est le bordel. Mais bon, je vais de l'avant, je cherche. Alors je fais des petits boulots et je mange pour 30 centimes. Ça aide. En 2008, avec la construction du complexe pétrochimique, Itaboraí promettait l'Eldorado au moment où Petrobras était encore le fleuron de l'économie nationale. Sur les 35 000 ouvriers venus de tout le Brésil, ils sont moins de 10 000 aujourd'hui. Un rêve d'or noir englouti dans le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays. Nous allons maintenant nous intéresser à la une du quotidien L'Économiste qui alerte aujourd'hui l'opinion publique sur la menace qui pèse au Nord-Bénin sur le parc national de la Pingari, ce qui, selon ce journal, pourrait porter atteinte au secteur touristique et priver le pays
Nous allons retrouver mon confrère Casimir Pédio dans un instant. Casimir Pédio, bonjour. Merci d'avoir honoré encore une fois le rendez-vous du journal de l'économie. Alors, quelles sont les causes de la dégradation de la faune de la Pendiari que vous annoncez aujourd'hui à la une de votre journal? Il faut dire que depuis janvier, le gouvernement a décidé unilatéralement de retirer les agents forestiers qui opéraient dans l'espace. Le gouvernement a donc décidé de les retirer de cette zone-là. Et pour quelles raisons, nous ne le savions toujours pas. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est l'autorité communale, à savoir les mairies de Tanguieta et de Materi, qui ont décidé eux aussi de suspendre l'activité des associations de protection de cet espace-là. Alors, désormais, on assiste à une zone sauvage, sans sécurité, et les animaux sont livrés désormais aux intempéries des braconniers. Alors, si vous devez faire un état des lieux de la destruction, que diriez-vous? Il faut dire que depuis plusieurs années, et principalement depuis 2 ans, le braconnage a connu une montée vertigineuse au sein de la Pendiari pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les populations qui vivent aux alentours de cet écosystème-là sont pour la plupart des chasseurs et qui continuent toujours au XXIe siècle par opérer des actions très peu recommandées pour l'environnement. Et l'autre chose, c'est que ces populations-là sont aujourd'hui sollicitées par les multinationales, par ces Européens-là, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas exercer directement l'activité de braconnage. Donc, ils sollicitent ces populations-là pour avoir davantage de ces butins-là, si j'ose parler ainsi, à la suite de l'activité. Donc, l'activité a connu une certaine croissance ces 2 dernières années au niveau du réserve de la Pendiari, aux grandes dames de l'État central et aussi des collectivités locales qui ont démissionné, il faut le dire, de la sécurité de la Pendiari. Alors, quelles sont les approches de solutions aujourd'hui pour sauver le reste de la population du parc? Il faut dire que l'État doit reprendre au plus pressé son activité de sécurité. Les eaux et forêts doivent retourner d'abord sur le site en attendant qu'ils ne soient renforcés en capacité et aussi en matériel, parce que l'autre problème que l'État note, sinon les visiteurs notent, c'est que les agents forestiers qui sont envoyés sur le site ne sont pas qualifiés pour. Et il y a aussi un manque de matériel qui accompagne cette volonté du gouvernement à ne pas mettre à la disposition de cet espace-là assez de moyens pour pouvoir assurer au mieux la sécurité des animaux dans cet espace. Donc aujourd'hui, l'État doit reprendre son activité au sein du parc, et aussi il va falloir que la collectivité locale que représentent les mairies réorganisent les associations des villageois afin que la sécurité puisse revenir au sein des populations d'animaux qui vivent au sein de cet espace touristique très cher pour le Bénin et la sous-région ouest africaine. Merci beaucoup Casimir Pédio pour toutes ces précisions en ce qui concerne la dégradation du parc national de la Pendiari. Les téléspectateurs pourront bien évidemment retrouver plus d'amples informations sur le sujet en consultant votre site en ligne www.l'économistebénin.info pour donc avoir plus de précisions sur ce sujet. Chers amis téléspectateurs, nous sommes ainsi à la fin de ce journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous.